Corentin, Oui. eh bien, nous allons passer au Focus Pulps du mois d'août 2024. Le Focus Pulps, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des numéros en VO que l'on vous propose à prix de lancement sur pulps.fr. Vous avez le descriptif, enfin les liens dans la description de ce podcast. Alors, 3 indés et un mainstream pour cette sélection du Focus Pulps. D'habitude, c'est 3 numéros. Alors, on s'en dit, vas-y, on en prend 4. Allez. Et en plus, il y en a un, c'est un one-shot. Wow. C'est-à-dire que vous avez même pas besoin forcément d'aller prendre quelque chose d'autre après. C'est dingue. Bah oui. C'est vrai. Eh ben, c'est chez DC d'ailleurs. C'est le DC All-In Special. Donc c'est le numéro spécial qui va lancer la grande nouvelle étape éditoriale de DC Comics, All-In. C'est donc avec alors il y a Scott Snyder et Joshua Williamson à l'écriture, du Daniel Sampere et du Wes Craig au dessin. Donc clairement pour les dessinateurs, on est très très content. Et bien entendu, c'est un numéro qui est un peu en flipbook, c'est-à-dire que vous avez une histoire d'un côté, vous le retournez, vous avez l'histoire de l'autre, avec d'un côté une histoire sur le DC Universe et de l'autre côté sur l'Absolute Universe, donc ce fameux univers parallèle qui va être chapeauté par Scott Snyder et par ses équipes créatives. Corentin, toi, est-ce que t'es chaud un petit peu quand même pour ce DC All-In ? Je suis curieux, on va dire. La partie DC proper, on va dire, m'intéresse forcément un peu plus que la partie Ultimate, puisque je trouve que pas Ultimate, Absolute. Oui, parce que je trouve que DC est plutôt en bonne forme en ce moment et ajuste en fait plus que révolutionne. Des séries qui fonctionnent plutôt bien avec un bon esprit groupal. Évidemment, c'est compliqué de ne pas être au moins interloqué par les propositions qui se dessinent à l'horizon, même si on peut très bien ne pas être fan de l'écriture de Snyder. Il n'est pas tout seul sur le prochain univers. Il y a quand même des gros noms qui arrivent. Ne serait-ce que voilà, Sampere et Craig, c'est quand même de très bons dessinateurs. Et c'est la porte ouverte d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle saga avec des lectures vraiment très originales des personnages classiques et des équipes créatives qu'on a déjà pu détailler d'ailleurs dans les podcasts précédents, où il y a quand même des très gros noms qui sont à la manœuvre, comme Ali Wing, comme Ram V, comme plein de mecs. Et franchement, rien que ça vaut au moins le coup d'œil. En plus, on sait que DC est plutôt fort pour ces numéros un petit peu réintroductifs, comme le DC Universe Rebirth, qui avait arraché beaucoup de larmes à l'époque du retour de... Geoff Johns. Oui, du retour de Geoff Johns, ou de Wally West plutôt. C'est le nom que je cherchais. Ou voilà, enfin c'est effectivement une page qui se tourne, un nouvel univers qui commence, un autre qui continue et qui continue en agglomérant tout ce qui s'est fait jusqu'avant, enfin, jusqu'ici je veux dire. Donc ouais, non, c'est enthousiasmant. C'est enthousiasmant et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait vous le recommander, puisque après bien entendu il y aura les différents titres Absolute qui sortiront au fil de l'automne, notamment l'Absolute Batman qui arrivera aussi je crois dès le mois d'octobre. C'est de Scott Snyder et Nick Dragota. Nick Dragota, ouais, j'allais dire Nick Pitara, mais ça c'est encore un autre. C'est un autre Nick. C'est un autre Nick. D'ailleurs c'est pas Nick Klein non plus, parce que voilà. C'est pas Nick Klein. C'est pas Nicolas Scott. Non plus, ouais. Ouais, ça passe. Allez, ça passe, je te l'accorde. Donc voilà, c'est 2,49€ pour ce one-shot. Et vous pouvez donc commander dans la description de ce podcast. Corentin, alors les 3 autres titres. Alors, j'ai dit que c'était 3 indés, mais il y en a un, c'est un peu de l'indé de licence, puisque c'est la nouvelle série The Terminator chez Dynamite. Oui. Et pourquoi on a choisi ceci, Corentin ? Parce qu'on aime bien les Terminators. Alors, d'une part. Eh oui. Alors effectivement Terminator, donc on rappelle Dynamite Entertainment qui est plutôt en bonne forme en ce moment. D'ailleurs, retrouve les équipes créatives des numéros suivants s'il te plaît Arnaud pendant que je parle, parce que Dynamite Entertainment est plutôt en bonne forme en ce moment, a fait un bon début d'année avec justement des comics sous licence, ou qui se sont associés notamment au Warner Group Consumer Product, qui en fait est la division chez Warner qui se charge des partenariats externes pour produire des comics Hanna-Barbera avec un certain succès d'ailleurs, puisque Thundercats, la série justement de Declan Shalvey, s'est lancée avec 200 000 exemplaires de commandés par les libraires. Donc c'est quand même énorme pour un comics sous licence, particulièrement pour une franchise qui est quand même assez âgée. Et donc Shalvey, on a décidé un petit peu de le récompenser en lui confiant les commandes du titre Terminator. C'est plutôt une bonne idée dans le sens où Shalvey, donc il sort tout juste de Time Before Time, qui est une série qui traite déjà de voyage dans le temps à la Looper, et donc qui maîtrise assez bien le sujet qui est quand même essentiel quand on parle de Terminator. Surtout que là, l'objectif, c'est de faire une anthologie, en fait. C'est une série avec des numéros 1, 2 et 3 et 4, mais à chaque fois, une histoire auto-contenue, ouais. Voilà. On va changer de point de vue et de Terminator à chaque numéro. C'est-à-dire que là, on est juste après Terminator 2. Les machines n'ont pas réussi à tuer Sarah Connor et John Connor. Elles sont trop bien protégées.
La Résistance sait qui envoyer pour combattre les T800 ou les T1000. Donc elle se dit, il y a d'autres gens dans la Résistance. Des potes, John Connor, des lieutenants, des capitaines, qu'on pourrait éliminer aussi. Donc lançons un plan d'attaque massif, envoyons des tonnes de T800 pour massacrer les différents, justement, ancêtres de la Résistance. Et là, du coup, le challenge va être, est-ce que certains Terminators vont réussir? Est-ce que d'autres vont échouer? Quelles époques on va étudier? Parce qu'on va pas forcément juste revenir au XXe siècle. On va aller plus en avant, en arrière dans le temps. Peut-être, justement, folklore pirate, folklore Nouvelle-Amérique, folklore Moyen-Âge, on sait pas du tout. Mais ça peut être l'occasion de s'amuser, de varier un peu les propos. C'est ce que dit Chalvet. Donc, il essaye vraiment de voir le côté des Terminator comme un retour à l'essentiel, donc à l'horreur, au slasher, on va dire, à la force invincible qui traverse le paysage, on va dire, passéiste de l'environnement, et rien ne peut l'arrêter, peu importe les conditions. Et donc, on va mettre de nouveaux visages en avant, de nouvelles identités, pas juste la famille Connor, ce qui est plutôt agréable, parce que c'est ce que la franchise aurait dû faire. Tu finirais par tourner en boucle, quand même. Comme Terminator 3, comme Terminator 4, comme Terminator 5, comme Terminator 6, qui, du coup, a pas vraiment de Connor. Enfin, il y a Sarah Connor, mais c'est tout. Donc oui, c'est une façon intéressante de renouveler la franchise. C'est Luke Sparrow au dessin, qui est plutôt un bon dessinateur, qui a fait beaucoup de travail chez Avatar Press, notamment sur beaucoup de séries, on va dire, séries univers d'Avatar. Il est doué pour la violence. Donc on espère que la série sera un peu brutale, parce que quand même au départ, Terminator, c'est plutôt de l'horreur, on va dire. Et il veut aussi revenir à l'esprit tech noir de James Cameron, donc vraiment du thriller et un bon robot bien méchant. Voilà, donc effectivement, Dynamite qui met les moyens pour avoir des équipes créatives plutôt de qualité en général, et donc ça fait plaisir de voir Terminator qui a pas été desservi en comics en termes de qualité. C'est des bons comics en général ou pas? Il y a à boire et à manger comme toutes les franchises. Il y avait du Frank Miller notamment sur Terminator versus Robocop et avec Walt Simonson, qui était plutôt un agréable souvenir, même si c'est encore une fois une parodie. Quelques séries sympas chez Dark Horse. Au global, c'est pas le comics, enfin là, c'est pas la franchise dont on se souvient le plus en comics par rapport à Alien, qui avait d'excellents volumes. Ouais. Mais tout est encore à faire. On sait qu'on est dans une bonne période, en plus pour comics à licence, où les éditeurs mettent les moyens. Là, on va en parler tout à l'heure, mais il y a un comics Transformers qui a gagné un Eisner Award quand même. Ouais. Un Eisner Award, pardon. Donc, on peut espérer que, poussé par justement le succès de Thundercats, Dynamite se dise, essayons de laisser un peu Chalvet travailler, et voilà. Autre titre indé qui fait partie de ce Focus Pulps, ce sera une mini-série. D'ailleurs, les deux prochains, c'est des mini-séries, ce qui fait aussi que voilà, l'investissement sur du long terme, en fait, est pas non plus trop important. Donc, si vous aviez peur de vous lancer, le prix de lancement est aussi là pour vous donner une petite incitation. Il y a un de ces titres qui s'appelle The Creeping Below, dont on avait parlé dans un récent front page, qui est écrit par Brian Azzarello et surtout qui est dessiné par Vanessa Del Rey. Ouais. Alors Azzarello, effectivement, on en avait déjà parlé la dernière fois, est arrivé chez Boom pour faire la série, les séries Faithless, puisque c'est 3 volumes, 3 mini-séries, avec Maria Yobet au dessin, et ça l'a probablement inspiré à faire d'autres poursuites d'univers dans le même genre. C'est-à-dire que si dans Faithless c'était une héroïne plutôt jeune dans un monde qui est habité par le fantastique et la magie noire. La magie noire, ouais. Là, on revient un peu aux mêmes racines, sauf qu'il ajoute une donnée un peu originale qui est le extreme metal. Pas le extreme metal, le black metal, pardon. Donc, c'est-à-dire que c'est une fan de black metal, une jeune femme, qui va à Oslo pour un festival et qui va en fait se faire assassiner par un groupe, autre chose, par un groupe local. Les dieux, en fait, scandinaves, vont prendre cette femme en pitié et arriver aux portes du royaume des morts, lui disent non, là, c'est pas cool ce qui t'est arrivé, on va te renvoyer sur Terre avec des pouvoirs, et tu vas te venger, non seulement toi, mais toutes les femmes qui ont subi le même sort que toi. Donc elle revient, elle a des pouvoirs, elle va massacrer des gens. Dans une esthétique qui donc sera inspirée volontairement par les codes du black metal, un genre de musique qui reprend beaucoup de l'esthétique du paganisme, avec le face paint, avec beaucoup de références d'ailleurs aussi à la médiévalité, à la chevalerie et aussi aux œuvres de fantasy comme Tolkien et quelques autres comme ça. Donc c'est évidemment un terrain de jeu qui est assez logique pour Azzarello, qui aime bien les séries violentes et qui aime bien justement cette esthétique un peu brutale, un peu rentre-dedans, et les histoires justement de héros vengeurs. Avec en plus Del Rey, qui est une génie de la peinture numérique, et justement comment ça s'appelle? Pas de l'aérographe, mais elle fait en fait une sorte de couleur, très atmosphérique sur ses BD, avec des contours très peu nets. Ça peut très très bien coller justement et au folklore scandinave, et à l'esthétique métal, et à la violence graphique. Ça fait presque couleur directe, en fait. C'est-à-dire de pas faire de traits d'ancrage auparavant, au préalable, mais de dessiner directement en couleur. Ouais. Dame qui a beaucoup de talent, qui a fait un peu de Hellblazer, qui est une génie, qu'on voit trop peu souvent. Donc là, c'est cool de l'avoir en plus avec
Azzarello, qui est pas n'importe qui lui permettra un petit peu aussi à elle de monter en gamme. Et puis vous verrez de toute façon dès la couverture, je trouve que l'illustration de couverture du premier numéro est franchement assez somptueuse quoi. Donc je pense que ça pourra vous indiquer un petit peu à quoi vous attendre et voilà, c'est pour ça que nous on est très content de voir ce titre arriver, très curieux, et que c'est aussi voilà une des raisons pour lesquelles il apparaît dans ce Focus Pulp. Si quelqu'un en VF veut ramener ensuite ce titre pour me permettre d'interviewer Vanessa Del Rey, je serais très content. Mais ça, je pense qu'on peut le faire sans que... Elle est aux États-Unis, non? C'est pas ça qui nous empêche d'interviewer des gens en général. Signature sur un bouquin. Ah oui, bah ça c'est encore autre chose. C'est pas compliqué, non? Va à la New York Comic Con, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Allez, Corentin, le 4e et dernier titre. Je t'avoue que c'est moi qui ai demandé à ce qu'on mette dedans. Pour le coup, parce que quand tu me l'as présenté dans le précédent front page, j'étais chaud bouillant dessus. Ça s'appelle Skin Police. C'est écrit par Jordan Thomas et il y a Daniel Jeet ou Gate. Je rappelle qu'on avait déjà ce débat la dernière fois. C'est le cousin de Clémence. Mais je pense que c'est Daniel Jeet qui s'occupera du dessin. De quoi ça parle, Corentin, avec cette couverture géniale où on voit quelqu'un qui a visiblement tiré dans une sorte d'amas de gens et on voit donc par le trou fait dans cet amas de chair. On voit le personnage derrière. Un hommage à... Tu l'avais dit, je l'ai plus retenu. Hardboiled. Pardon. Couverture qui a été très très souvent swipée pour les comics Buffy, rendu hommage dans le film de Sam Raimi, Mort ou Vif. Voilà. Et l'intention n'est pas innocente puisque évidemment le but étant de rendre hommage un petit peu aussi à la façon dont Geoff Darrow pense et crée ses comics. Skin Police, ça parle en fait d'un monde futuriste dans lequel l'humanité n'arrive plus à avoir d'enfants. Il y a une Arnaud, quand on peut plus avoir d'enfants, on appelle ça une stérilité, merci. Ouais. Une stérilité générale et planétaire. Et donc, en fait, comme souvent l'humanité a la solution, elle va cloner les humains pour justement permettre de vendre des bébés à de riches familles de gens qui veulent des bébés. Sauf que, évidemment, le clonage n'est pas un processus parfait et en fait, on s'aperçoit une très bonne partie, la majorité en fait des clones, arrivés à l'adolescence, présentent des comportements violents, agressent les parents adoptifs, ne sont plus en mesure de vivre dans la société. Et donc, généralement, ces clones-là, soit ils sont abattus, soit ils s'enfuient. Un petit peu comme les réplicants, puisque c'est un petit peu l'objectif de rendre un petit peu un hommage à Blade Runner, puisque dans Blade Runner, on a les Blade Runners, donc une force de police qui est chargée de traquer les réplicants, qui sont donc des créations artificielles sur la base d'êtres humains pour faire des travaux dont l'humanité n'a plus envie de s'occuper. Là, c'est pareil, la Skin Police, c'est des agents de police qui sont chargés de poursuivre les clones et de les abattre, sachant que les clones en question sont très forts et évidemment ne vont pas se laisser faire. Et on ne sait pas en plus qui est un clone ou qui n'est pas un clone comme les réplicants. On va suivre un agent de cette police-là qui va donc chasser différents clones renégats dans des numéros très action. C'est la promesse, on a dit adrénaline, testostérone, action. Et justement, on a un habillage qui est très porté là-dessus, puisque Jordan Thomas, c'est un pote de Shaky Kane, qui lui-même est un pote de Geoff Darrow. Et on a Nick Pitara, donc l'autre bon Nick, qui est aussi un élève caché, même très assumé, de Geoff Darrow, qui font les variantes tous les deux. Je connais pas trop David Jeet, j'avoue, mais effectivement, ça peut tout à fait correspondre à son style à lui, qui est assez dépouillé, qui fait un peu plus de Jason Burroughs moderne, on va dire, avec ses contours assez fins et ce côté très graphique qui rentre bien dans l'art. Donc, si t'es content, Arnaud, je peux te laisser en parler si tu veux. Ah non, mais parce que moi, c'était juste la description de l'histoire complètement un peu what the fuck comme on dit chez nous, et surtout on juge pas un bouquin à sa couverture, mais des fois on peut juger un bouquin à sa couverture, et sachant que c'est le cover artiste, c'est même l'artiste des intérieurs, d'avoir cette illustration où tu vois effectivement la science du détail, enfin le sens du détail de ce dessinateur, avec le côté apparent que ça va être à minimum je pense que ce sera gore quand même, je pense qu'il y aura pas mal beaucoup d'actions, sûrement pas mal de body horror aussi. Moi, c'est vraiment le genre de choses où ça me suffit à me dire, ok, j'ai envie de voir ce que cette équipe créative va me proposer. Le pitch me plaît bien, la couverture me plaît bien, donc let's go. Et j'ai bon espoir que d'autres personnes fondues de Geoff Darrow, de body horror et de SF bien vénère, aient envie de jeter un œil à la couverture en cliquant dans le lien de la description, et charmés par cette dite couverture, et peut-être se laisseront tenter aussi par cette lecture. Eh oui. Et
dites-nous dans les commentaires si jamais on a réussi à vous convaincre de vous intéresser à l'un de ces 4 titres du Focus Pulp d'août. Pour rappel, le one-shot DC All-In, le premier numéro de The Terminator et aussi les premiers numéros de The Creeping Below et Skin Police. C'est dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à vous faire plaisir.